Il faut s'imaginer la scène. On découvre une île complètement isolée, perdue au beau milieu de nulle part, et peuplée de mules nées à l'état sauvage. Ouais, ce qui est déjà super curieux en soi. Exactement. Mais le véritable choc, enfin le truc vraiment fou, c'est quand on réalise qu'il n'y a pas l'ombre d'un cheval à des milliers de kilomètres à la ronde. Ni de près ni de loin. Voilà. Et qu'aucun cheval n'a posé le sabot dans cette région depuis des millions d'années. Donc, biologiquement ou même mathématiquement parlant, ces mules, elles ne devraient tout simplement pas exister. Et pourtant, elles sont là. Et pourtant, elles sont là. C'est vraiment cette impossibilité statistique qui est dingue. C'est exactement le genre d'anomalie qui force la science à réécrire ses propres manuels, tu vois. Ouais, parce que ça casse toutes les règles. Complètement. L'un des piliers les plus absolus de notre compréhension de la biologie, c'est qu'une espèce reproduit sa propre espèce. Les barrières reproductives, elles existent pour une raison. Elles sont pas là juste pour faire joli, quoi. Bah non, elles maintiennent l'ordre, elles empêchent un chaos génétique total et au final, elles définissent ce qu'est la biodiversité. Donc, franchir cette barrière de manière systématique, c'est briser la loi fondamentale du maintien des frontières du vivant. Bon, décortiquons tout ça. L'exploration approfondie d'aujourd'hui repose sur une découverte littéralement bouleversante qui est détaillée dans un article de recherche de 2025 intitulé One Mother for Two Species via Obligate Cross-Species Cloning in Ants. Ce qui veut dire en gros une seule mère pour deux espèces via un clonage obligatoire entre espèces chez les fourmis. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment une reine fourmi parvient à accomplir l'impossible, c'est-à-dire donner naissance à une espèce qui n'est pas la sienne. Pourquoi elle s'impose une telle complexité et ce que cette aberration signifie pour notre définition des limites de la vie. On prend une notion basique de biologie de lycée et on bascule dans un véritable thriller génétique. Absolument. Alors pour bien saisir l'ampleur de ce thriller, il faut d'abord se pencher sur le protagoniste principal. C'est une espèce de fourmi nommée Messor ibericus. Exactement. Et l'histoire commence quand les chercheurs font une simple analyse de routine, en cartographiant le génome des ouvrières de cette espèce. Et là, la première alarme s'est déclenchée immédiatement. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Le niveau d'hétérozygosité de ces ouvrières était 15 fois supérieur à la normale. 15 fois supérieur. Attends, pour ceux qui s'intéressent un peu à la génétique des insectes sociaux, c'est un chiffre qui donne le vertige, non? Ah c'est astronomique. Parce que normalement, dans une colonie de fourmis, tout le monde est extrêmement apparenté. On s'attend à trouver une grande uniformité génétique, pas un carnaval d'ADN hyper diversifié. C'est tout à fait ça. L'hétérozygosie, pour faire simple, c'est le fait de posséder deux versions très différentes d'un même gène, héritées de deux parents génétiquement très éloignés. D'accord. Donc avec un taux 15 fois au-dessus de la norme, il n'y a qu'une seule conclusion mathématique possible. Ces ouvrières ne sont pas les représentantes d'une lignée pure. Et j'imagine que le séquençage a confirmé cette déduction. De manière spectaculaire, ouais. Le séquençage a prouvé que ces ouvrières sont des hybrides de première génération, ce qu'on appelle en biologie des hybrides F1. Donc moitié-moitié. Voilà. Leur mère est bien une reine Messor ibericus, ça c'est indéniable. Mais la moitié de leur génome nucléaire provient d'un père appartenant à une espèce complètement différente. Et cette espèce, c'est Messor structor. Et il faut bien insister sur le terme « différente », parce qu'on ne parle pas de deux sous-espèces locales qui se croiseraient de temps en temps par hasard. Ah non, pas du tout. Messor ibericus et Messor structor ont divergé sur l'arbre de l'évolution il y a plus de 5 millions d'années. C'est énorme. Pour mettre ça en perspective, 5 millions d'années, c'est à peu près le gouffre évolutif qui sépare les êtres humains des chimpanzés. C'est monumental, quoi. C'est monumental. Et le mystère ne s'arrête pas à cette simple distance génétique, en fait. Il s'étend à la géographie. Et c'est là que ton analogie du début avec l'île aux mules prend tout son sens. Ah, on y revient. Ouais. Parce que si ces ouvrières sont des hybrides de première génération, la logique dicte que la reine a dû s'accoupler physiquement avec un mâle Messor structor avant de fonder sa colonie. Ben oui, forcément. Or, on trouve ces nids remplis d'ouvrières hybrides dans tout le sud de l'Europe, y compris dans des zones insulaires extrêmement isolées, comme la Sicile par exemple. Alors que la population sauvage la plus proche de ces fameux pères Messor structor se trouve à plus de 1000 km de là. Exactement. Enfin, une reine fourmi, ça ne vole pas sur 1000 km au-dessus de la mer Méditerranée pour trouver un partenaire. Non, c'est physiquement impossible. Donc la question qui se pose, elle est super évidente. Avec qui ces reines s'accouplent-elles ? Comment elles peuvent extraire l'ADN d'un fantôme géographique pour créer leurs ouvrières?
Les biologistes ont vite compris que regarder les cartes de répartition des espèces, ça ne les mènerait nulle part. La réponse, elle devait se trouver à l'intérieur même du coffre-fort. Dans le nid? Voilà, au cœur même de la colonie de Messor ibericus. Ils ont donc commencé à recenser méticuleusement chaque individu qui naissait dans ces nids isolés, en prêtant une attention toute particulière aux mâles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'inventaire de la colonie révèle une dynamique complètement folle. Oui, on s'attend logiquement à voir une armée d'ouvrières hybrides et des mâles de l'espèce de la reine, quoi. Classique. Mais en observant les mâles qui éclosent, les chercheurs remarquent un dimorphisme morphologique frappant. En gros, il y a 2 catégories de mâles qui se baladent dans la nurserie. 2 looks complètement différents. C'est ça. 44% d'entre eux sont poilus, ce qui correspond au phénotype classique des mâles Messor ibericus, mais 56% sont presque glabres, totalement dépourvus de pilosité. Et quand l'analyse génétique tombe, bam, ces mâles glabres sont à 100% des Messor structor. Incroyable. Nous avons donc des mâles appartenant à 2 espèces séparées par 5 millions d'années d'évolution, qui naissent côte à côte, qui sont couvés dans la même chambre, au sein d'une seule et même colonie. C'est un truc de fou. Mais attends, la première explication qui vient à l'esprit d'un biologiste face à ça serait pas plutôt le parasitisme social? Si, carrément. On pourrait tout à fait supposer qu'une reine Messor structor s'est infiltrée en douce dans le nid pour y pondre clandestinement ses propres œufs de mâle. Un peu comme le coucou, tu sais, qui pond dans le nid d'autres oiseaux. Ouais. Sauf que si c'était le cas, on le verrait immédiatement en regardant l'ADN mitochondrial, non? Tout à fait. Puisque les mitochondries ne sont transmises que par la mère, elles agissent un peu comme un code-barre maternel indélébile. Si 2 reines différentes pondaient dans le nid, il y aurait 2 codes-barres différents. Je parie que l'analyse a montré exactement l'inverse. L'analyse a été formelle et sans la moindre ambiguïté. Les mâles poilous et les mâles glabres partageaient un génome mitochondrial absolument identique. Ils possédaient tous, sans aucune exception, le code-barre mitochondrial de la reine Messor ibericus. Power, donc, la preuve était accablante. Cette reine ne faisait pas que tolérer des clandestins, elle pondait elle-même les mâles de l'autre espèce. C'est ça. Et pour exclure la moindre marge d'erreur, les chercheurs ont mis en place une méthodologie incroyable en laboratoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont capturé des reines, ils les ont isolées dans des conditions ultra contrôlées pendant 18 à 19 mois. 18 mois. Faut imaginer la patience de cette équipe. Ouais, c'est énorme. Pendant 1 an et demi, semaine après semaine, ils observent des reines totalement coupées du monde extérieur, sans aucun mâle à l'horizon. Et j'imagine que semaine après semaine, ces reines solitaires continuent de pondre des œufs qui se développent pour devenir des mâles adultes des 2 espèces. Exactement. Une seule mère produisant 2 lignées de fils génétiquement distinctes. Ce qui nous amène inévitablement au mécanisme biologique de ce prodige, à savoir l'androgénèse. Alors, l'androgénèse, c'est quand même l'un des phénomènes les plus rares et les plus contre-intuitifs du règne animal, hein? Oh que oui. Dans le système de reproduction habituel des fourmis et des abeilles, tu sais, les mâles naissent d'œufs qui n'ont jamais été fécondés. Ouais, ils se développent uniquement à partir de l'ADN de leur mère. C'est ça, la parthénogénèse arénotoque classique. Mais l'androgénèse, c'est le miroir inversé de ce processus. C'est un clonage exclusivement mâle. Représentons-nous la chose avec une analogie un peu plus moderne. Imaginons que l'œuf de la reine est une imprimante 3D biologique de pointe. Ok, je te suis. La reine fournit la machine entière. Donc la coque de l'œuf, le cytoplasme, l'alimentation en énergie sous forme de mitochondries et même les plans d'origine de son propre ADN. Normalement, quand elle utilise le sperme qu'elle stocke depuis son vol nuptial, c'est pour combiner ses plans avec ceux du mâle et imprimer une ouvrière. C'est la procédure standard, oui. Mais dans le cas de l'androgénèse, c'est un véritable piratage informatique. Complètement. En fait, le spermatozoïde du mâle Messor structor pénètre dans l'œuf, mais au lieu de fusionner son ADN nucléaire avec celui de la reine, il l'éjecte ou il le détruit purement et simplement. Donc, le noyau maternel est effacé. Voilà. Et l'ADN du spermatozoïde prend alors le contrôle total de l'œuf. C'est un peu comme si le spermatozoïde était une clé USB étrangère qui s'insère dans l'imprimante 3D de la reine, qui formate le disque dur, supprime les plans de la mère et impose les siens. L'image est parfaite. Résultat, la reine dépense de l'énergie pour fabriquer un embryon dont le code génétique nucléaire est à 5% celui du mâle avec lequel elle s'est accouplée. Elle donne carrément naissance à un clone parfait de son partenaire. C'est ça. Un partenaire qui appartient à une espèce vieille de 5 millions d'années de différence?
Ouais, et le mécanisme est d'une précision redoutable, hein. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi on retrouve des mâles de l'espèce Messor structor dans des nids isolés en Sicile. Ah, parce que la reine n'a pas besoin de chercher des mâles sauvages. Non, elle transporte avec elle les clones des pères originels, génération après génération, à l'intérieur de sa propre colonie. Mais attends une seconde. Il y a une faille logique majeure dans cette stratégie. Ah bon? Laquelle? Si cette reine n'est capable de maîtriser un processus de clonage aussi sophistiqué, pourquoi s'embêter à cloner des mâles d'une autre espèce? C'est une bonne question. Le but d'une fourmilière, c'est de produire des ouvrières pour chercher de la nourriture et défendre le territoire. Pourquoi la reine ne pirate-t-elle pas son propre système pour cloner simplement une armée infinie d'ouvrières? Ça serait plus simple. Bah oui, construire une machine complexe pour imprimer des mâles étrangers, juste pour s'accoupler avec eux à la génération suivante, ça semble être un gaspillage d'énergie monumental. Alors c'est vrai, vu comme ça paraît absurde. Mais l'évolution ne crée jamais des systèmes aussi coûteux et alambiqués par simple fantaisie. Si la reine Messor Ebericus agit ainsi, c'est parce qu'elle est en fait génétiquement prise en otage. Prise en otage? C'est-à-dire? Dans la génétique des insectes sociaux, il existe des phénomènes d'incompatibilité très profonds. En gros, le génome de Messor Ebericus, s'il est livré à lui-même, est tout simplement incapable de produire une caste d'ouvrières fonctionnelle et viable. Comment ça, incapable, son propre ADN l'empêcherait de faire des ouvrières? Ouais, le problème vient de ce qu'on appelle les gènes égoïstes ou d'une accumulation de mutations létales récessives. Ah, les fameuses mutations. C'est ça. Si la reine combine son propre ADN avec celui d'un mâle de sa propre espèce, les gènes entrent en conflit. Certains éléments génétiques cherchent à tout prix à se transmettre et forcent le développement de l'embryon vers le stade de reine ou de mâle. Ils refusent de devenir de simples ouvrières stériles. Exactement. Et d'autres combinaisons provoquent tout simplement la mort de l'embryon. Donc pour briser ce blocage génétique mortel, la reine a besoin d'un choc exogène. Elle a impérativement besoin de l'hybridation. Ah, d'accord, je vois le tableau. La distance évolutive massive de 5 millions d'années, avec le sperme de Messor structor, crée ce qu'on appelle la vigueur hybride. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Les deux génomes sont tellement différents qu'ils masquent mutuellement leurs mutations défectueuses. Et ils répriment l'action de ces fameux gènes égoïstes. C'est un bras de fer génétique, quoi. Le sperme étranger est littéralement la seule clé capable de déverrouiller la voie de développement qui mène à la fabrication d'une ouvrière. Voilà, l'hybridation n'est donc pas un accident, c'est une condition de survie absolue. Sans le sperme de l'espace étrangère, la reine ne peut pas fabriquer la caste travailleuse. Et sans ouvrière, la colonie s'effondre et meurt de faim en quelques semaines. C'est inévitable. Du coup, la reine est obligée de s'assurer une réserve inépuisable de ce précieux sperme Messor structor. Et pas seulement pour elle, mais pour toutes les futures jeunes reines qu'elle enverra fonder de nouveaux nids. Ok, le mécanisme est à la fois brillant et terrifiant. Mais comment l'évolution a-t-elle pu sculpter une impasse pareille? On ne se réveille pas un matin avec l'idée de cloner le sperme d'une autre espèce. Non, ça ne se fait pas en un jour. Les sources pointent vers un continuum évolutif assez fascinant. À l'origine, l'état ancestral de cette situation, c'était un simple vol à l'étalage, génétique, ce qu'on appelle le parasitisme de sperme. Oui, et ce comportement, figure-toi qu'on l'observe encore aujourd'hui dans certaines zones de contact. Ah oui? Oui, comme dans l'est de la France par exemple, où les populations sauvages des deux espèces se chevauchent géographiquement. Donc elles se croisent dans la nature. C'est ça. Pendant les vols nuptiaux, les jeunes reines Messor Ibericus infiltrent les essaims de Messor structor et s'accouplent avec les mâles sauvages de cette espèce. Elles parasitent le sperme dont elles ont besoin, puis elles partent fonder leur colonie. Sauf que dépendre d'une autre espèce de cette façon, c'est une sacrée épée de Damoclès, évolutive. Ah bah c'est hyper risqué. Bah oui. Si le climat change, ou si la reine veut migrer vers le sud, en Espagne ou en Sicile, elle va inévitablement laisser derrière elle l'habitat naturel des Messor structor. Et une fois arrivée sur son nouveau territoire, elle ne trouvera aucun partenaire pour accomplir son vol nuptial. Et sans partenaire, pas d'ouvrière et la lignée s'éteint. Fin de l'histoire. Donc face à ce mur, la solution évolutive a été d'internaliser le problème. Au lieu de chasser le sperme à l'extérieur, les reines ont emporté la source de sperme avec elles, dans leur bagage, sous forme de clones. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce passage d'une dépendance externe à une production interne laisse une signature indélébile dans l'ADN. Une trace de domestication, en gros. Exactement. Lorsqu'on séquence le génome de cette population secrète de mâles Messor structor qui vivent cloîtrés dans les nids de Messor Ibericus,
On observe les stigmates génétiques typiques d'une domestication poussée à l'extrême. C'est-à-dire? Eh bien, la diversité nucléotidique de ces clones est dramatiquement basse par rapport à leurs homologues sauvages. Pour faire simple, c'est un peu comme si on comparait un champ de blé moderne, où chaque plant est génétiquement identique et hautement modifié, à une prairie sauvage pleine d'herbes folles. C'est une très bonne image. Ces mâles ont été coupés du grand brassage génétique de la nature. Ils sont isolés sur une île génétique. Oui, et ton analogie agricole est particulièrement pertinente. Dans cette isolation génétique, on observe ce que les généticiens appellent le cliquet de Müller. Le cliquet de Müller. Ouais. Puisque ces mâles sont clonés et ne participent plus à la reproduction sexuée classique pour créer d'autres mâles, il n'y a plus de dressage génétique pour éliminer les mauvaises mutations. Le génome accumule les erreurs de copie, ce qu'on nomme la charge génétique. Ah donc la lignée se dégrade lentement? Voilà, elle rouille de l'intérieur, si on peut dire. Mais elle reste juste assez fonctionnelle pour fournir le matériel nucléaire dont la reine a besoin. Mais c'est fascinant, hein. Ces mâles ont même développé des différences morphologiques au fil du temps, en perdant leurs poils, en devenant glabres, tout comme les loups sauvages ont vu leurs oreilles s'affaisser et leurs museaux rétrécir au fil des millénaires pour devenir des chiens de compagnie. Ces fourmis mâles ont été physiquement altérés par leur captivité évolutive. C'est une vraie domestication. Et ce niveau d'intégration a d'ailleurs nécessité l'introduction d'un nouveau terme scientifique formel dans l'étude, c'est la xénoparité. La xénoparité, ok. La racine vient du grec xéno, qui signifie l'étranger, et de parité, l'action d'enfanter. Voilà. Autrement dit, le besoin vital et inaliénable pour une espèce de donner naissance à des individus d'une autre espèce, dans le cadre fondamental de son propre cycle de vie. Il ne s'agit pas d'un accident de parcours ni d'une anomalie ponctuelle. C'est la reine qui contrôle ce processus. C'est l'élevage d'une lignée étrangère au sein même de sa propre nurserie, une véritable domestication sexuelle. Et c'est là qu'on franchit un cap. Jusqu'à cette découverte, la science connaissait des cas de parasitisme, où une espèce exploite les œufs ou les nids d'une autre, comme certains mollusques ou certains conifères. Mais bon, cela reste des interactions entre organismes distincts sur le plan fonctionnel. Chacun garde sa vie de son côté, quoi. C'est ça. Ici, nous basculons dans un tout autre paradigme. La relation s'est muée en une codépendance absolue. Ce qui nous propulse bien au-delà de la myrmécologie, l'étude des fourmis, pour toucher à des questions presque philosophiques sur l'organisation même de la vie. Quand on regarde cette colonie, la frontière entre ce qui est soi et ce qui est l'autre s'évapore complètement. Tout à fait. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, le parallèle le plus puissant que nous puissions faire est avec la théorie de l'endosymbiose. Ah, l'endosymbiose, l'origine de nos cellules. Exactement. L'architecture fondamentale de toute vie complexe, y compris nos propres cellules humaines, repose sur les mitochondries, nos usines à énergie. Et les biologistes s'accordent aujourd'hui à dire que ces mitochondries étaient il y a des milliards d'années des bactéries libres et indépendantes. Qui ont été absorbées. Oui, elles ont été englouties par des cellules primitives et au fil du temps, elles ont été asservies, domestiquées pour devenir des composants internes vitaux. Sauf qu'ici, avec nos fourmis, ce bouleversement ne se joue pas à l'échelle microscopique d'une cellule unique. Il se déploie à l'échelle d'animaux macroscopiques entiers. Les mâles clonés de Messor structor ne cherchent pas de nourriture, ils ne défendent pas la colonie, ils n'ont aucune vie sociale. Ils existent uniquement comme des usines à sperme encapsulées dans des corps de fourmis. Ils agissent exactement comme des organites reproducteurs, au service d'un super-organisme. C'est troublant, hein. Les auteurs de l'étude soulignent d'ailleurs que ces colonies créent l'entité reproductive la plus cohésive et génétiquement diversifiée que nous connaissions. Nous observons une structure sociale unifiée composée d'individus qui diffèrent par leur sexe, par leur caste, mais aussi par leur espèce. Ils fonctionnent comme un seul super-organisme intégré. C'est un défi frontal à ce que nous considérons comme une transition évolutive de l'individualité. Je veux dire, comment définir l'individu quand la survie nécessite l'assemblage de deux espèces divergentes en une seule machine biologique? C'est vraiment pour cette raison précise que quiconque s'intéresse à la complexité de notre monde devrait prêter attention à ce genre de découverte. On adore concevoir la nature avec des petites cases bien nettes. On se rassure en disant « voici l'espèce A, voici l'espèce B, elles ont des trajectoires indépendantes ». Mais la nature, elle refuse d'obéir à nos classements rigides. Elle est atrocement pragmatique. Si la survie d'une colonie nécessite de transformer le génome d'une autre espèce en une vulgaire clé USB reproductrice,
La sélection naturelle n'aura aucune hésitation à fabriquer des poupées russes biologiques. Le grand enseignement ici, c'est que l'évolution est un processus d'opportunisme radical. Le concept même de xénoparité nous démontre que les génomes ne sont pas des entités sacrées et isolées. Ils peuvent être capturés, piratés et mis au travail comme n'importe quelle autre ressource dans l'environnement. Prenons juste un instant pour mesurer le chemin qu'on a parcouru aujourd'hui. Nous sommes partis d'une carte géographique complètement incohérente, avec des hybrides trouvés sur une île sans père potentiel à l'horizon. Et en ouvrant le capot de la colonie, nous avons trouvé une reine qui a solutionné une impasse génétique mortelle en élevant, clonant et domestiquant une lignée fantôme de pères appartenant à une espèce vieille de plusieurs millions d'années. Et le tout à l'intérieur de son propre nid. C'est époustouflant. Ouais, le parasitisme opportuniste s'est sédimenté pour devenir une interdépendance inéluctable, deux espèces disparates, fusionnées par la force des choses, maintenues par la biologie d'une seule et même mère. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, en dehors des nids de fourmis enfouis sous le soleil de la Sicile ? L'émergence de la xénoparité soulève une question vertigineuse, qui n'est même pas dans le papier de recherche, mais qui découle directement de cette logique. Si un simple insecte a développé la machinerie nécessaire pour intégrer secrètement le génome entier d'une espèce étrangère, la cloner et la faire vivre de manière invisible au sein de sa propre société, se pourrait-il que d'autres espèces imbriquées existent ailleurs, à plus grande échelle ? C'est une excellente question. Tu sais, la génomique environnementale commence tout juste à gratter la surface de la biodiversité. Pendant des décennies, nous avons classé les animaux uniquement par leur apparence extérieure. Des relations symbiotiques extrêmes pourraient se cacher là où nous n'avons jamais pensé à chercher. Imaginons une seconde. Est-il possible qu'il existe des espèces vivant secrètement au sein du cycle de vie d'animaux beaucoup plus grands ? Peut-être même que dans la vaste histoire évolutive de nos propres ancêtres mammifères, des lignes fantômes se sont comportées de la sorte. Des espèces dans des espèces ? Oui, des génomes entiers qui attendent patiemment, camouflés à la vue de tous, agissant comme des rouages invisibles dans la survie d'une autre espèce. Et ce, jusqu'à ce que nous développions les tests génétiques assez précis pour démasquer leur présence. L'immensité invisible de la nature est loin, très loin, d'avoir livré tous ses secrets. L'évolution n'est décidément pas aussi prévisible que la chute d'une pomme. Ça, je suis bien convaincu que tu as raison. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration d'aujourd'hui.